Donc, vous savez que la semaine prochaine, nous allons reprendre le présentiel, donc pour 2 semaines. Donc, aujourd'hui, on va faire un cours. Le prochain cours, donc, ce sera les mercredis et jeudis, 2 groupes chacun. Donc, chapitre 1, donc, le deuxième semestre, il porte sur ce qu'on appelle l'électricité, donc sur l'électricité. Et le chapitre 1 porte sur l'électrostatique. Alors, c'est quoi l'électrostatique? C'est une discipline de la physique qui analyse les phénomènes électriques créés par des charges électriques localisées dans l'espace. Ça veut dire ce sont les phénomènes électriques qui sont créés par des charges immobiles qui ne se déplacent pas, qui sont immobiles dans l'espace. Lorsque les charges se déplacent, ils forment ce qu'on appelle un courant électrique, tayar karabai. Et ce n'est plus l'électrostatique, c'est l'électricité. L'électricité, c'est des charges en mouvement. Mais l'électrostatique, c'est l'étude des phénomènes électriques liés aux charges qui ne sont pas en mouvement, qui sont immobiles dans l'espace. Donc, alors, on va faire un petit rappel sur les atomes parce que si vous voulez vraiment comprendre ce que c'est qu'un corps chargé, il faut savoir que veut dire une charge électrique. Donc, pour cela, nous allons plonger dans le microscopique et donc dans l'atome. Donc, vous savez que tous les atomes, donc la matière est constituée d'atomes et que chaque atome est constitué d'un noyau alors qui est constitué lui-même de protons et de neutrons. Alors les neutrons n'ont pas de charge. Alors leur charge totale égale à zéro. En fait, ils sont constitués d'autres particules qu'on appelle des quarks, mais la somme des charges de ces quarks est égale à zéro. Donc la charge totale des neutrons est égale à zéro. Les protons, eux, ont une charge totale qui est égale à plus E. Donc les protons ont une charge qu'on a décidé d'appeler charge positive. D'accord. Donc, nous, la charge de l'électron, on a décidé de l'appeler donc une charge positive. En fait, les charges positives et les charges négatives, c'était un choix. Les physiciens ont choisi d'appeler un type de charge positive et un autre type de charge négative. Donc, ça, c'est un choix humain. Donc, c'est une définition humaine, les charges positives et les charges négatives. C'est juste pour faire la différence entre deux types de charges. Donc, on a décidé d'octroyer, donc de donner au proton une charge qu'on appelle une charge positive. Donc, c'est une charge positive. Chaque proton, donc un seul proton porte une charge qui est égale à plus E. Et E est égal à combien? Vous pouvez me rappeler? Vous l'avez fait en chimie ou en physique? À quoi est égale la charge élémentaire? 1,6 fois 10 puissance moins 19. Coulomb. Très bien. Donc 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc, l'unité de la charge électrique, c'est le coulomb. Le symbole, c'est C. Donc, c'est par référence au physicien Augustin Coulomb qui a mesuré la force, qui a établi la force électrique, l'énoncé de la force de Coulomb. Donc, le proton porte une charge positive qui est égale à plus E. Et autour du noyau gravitent, donc tourne si vous voulez, tournent des particules élémentaires qu'on appelle des électrons. Donc ils sont beaucoup plus petits que le proton et les neutrons, mais ils ont une charge qui est égale à celle des protons avec un signe moins. Donc on a décidé d'octroyer à l'électron une charge négative. Donc la charge du proton et du neutron et de l'électron sont égales en valeur absolue, mais elles sont différentes, sont de nature différente. Cette nature, on a décidé de la symboliser par un signe. Donc c'est le signe moins. Donc la charge de l'électron est égale à moins E, donc c'est une charge négative. Et donc c'est moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc voilà, donc tout corps chargé, c'est un corps qui contient soit, en fait, quand on veut charger un corps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner une charge. Donc en fait, ce qu'on va faire, on ne peut pas toucher au noyau. Je ne sais pas si vous avez vu ça quelque part, mais le noyau atomique, pour diviser, pour séparer les neutrons des protons, il faut une énergie très très importante. Donc il faut réaliser ce qu'on appelle une réaction nucléaire. Ça se produit dans ce qu'on appelle les accélérateurs de particules.
Donc ce n'est pas du ressort de l'électricité. Donc là, en électricité, pour créer un courant électrique, on va pas faire appel à un réacteur nucléaire ou un accélérateur de particules. Non. Donc pour créer un courant, on va pas compter sur les protons. Donc on va compter sur les électrons parce que en chimie, vous avez vu l'énergie de liaison des électrons. Rappelez-moi par exemple l'énergie de liaison de l'électron de l'atome d'hydrogène. À quoi est égale son énergie de liaison? L'atome le plus simple, c'est l'atome d'hydrogène parce qu'il contient un proton et un électron. Alors l'énergie de liaison de l'électron, ça veut dire l'énergie de la couche. La couche qui contient l'électron, à quoi est égale? Hmm. Allô, allô. Alors, درتو chimie. واش تعرفوا على l'atome d'hydrogène l'électron هذاك جاي dans une couche سميتوها la couche K n'est-ce pas c'est quoi l'énergie تاع هاد la couche اسمع شحال l'énergie تاعها moins Moins 13,6. très bien électronvolt c'est moins 13,6 électronvolts c'est une énergie qui est très faible par rapport à l'énergie qu'il faut donner pour casser le noyau qui est de l'ordre du méga électronvolt donc 10 puissance 6 électronvolts. Donc 13 électronvolts, c'est une énergie qui est très très faible. Donc vous pouvez arracher des électrons rien qu'en frottant un objet. Tout le monde a fait l'expérience de que vous prenez une règle en plastique et vous la frottez avec un morceau de chiffon. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que lorsque vous rapprochez avec le morceau, le bout de la règle de petits morceaux, donc de petites miettes de papier, ça les attire. Ça veut dire que vous avez créé une charge dans l'endroit où vous avez frotté avec la règle. Et comment vous avez créé cette charge? Avec le frottement que vous avez fait l'ihtikak, il a arraché des électrons soit de la règle, soit du chiffon. En fait, lorsque vous frottez deux objets, واحد منهم, il a plus ou moins, il a plus de facilité pour lui enlever les électrons théoriques que l'autre. D'accord? ماشي كامل كيف عندهم l'énergie de liaison des électrons. Donc quand vous frottez, اللي يطلق les électrons تاعو le plus facilement c'est celui qui va perdre les électrons تاعو. Donc, vous avez arraché des électrons, soit du chiffon, soit de la règle. Et c'est comme ça que vous avez créé une charge. Donc, quand, vous, quand un corps, on dit il porte une charge négative. Donc, c'est par rapport au nombre d'électrons qu'il contient. Ce n'est pas les protons. On a les protons, on ne les arrache pas. Donc, lorsqu'on vous dit ce corps est chargé, ça veut dire il porte, je vous renseigne sur le nombre d'électrons qu'il porte. Donc, si un corps est chargé négativement, bon, d'abord on va aborder le cas d'un corps qui n'est pas du tout chargé. Par exemple, vous maintenant, votre téléphone, si vous le touchez vous le touchez, vous n'êtes pas électrocuté. Vous ne ressentez pas de l'électrostatique. Ça veut dire que votre téléphone ne porte pas une charge sur sa surface. Et donc, votre téléphone, il est électriquement neutre. Le qolob, il est électriquement neutre. Est-ce que ça veut dire qu'il ne contient pas d'électrons? Non. Non, un des électrons. Mais où ça, c'est que le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. D'accord? Ça veut dire le nombre de charges positives est égal au nombre de charges négatives, donc la somme est égale à zéro. Donc on dit qu'il est électriquement neutre. Mais lorsque un corps il porte une charge, je pense que les filles là, ils l'ont déjà essayé. Lorsque vous passez vos cheveux au sèche-cheveux, d'accord, au sèche-cheveux, qu'est-ce qui se passe? Le sèche-cheveux, كاين une résistance وفي la résistance هذيك يطيروا منها les électrons c'est normal vous chauffez quand vous chauffez un objet vous lui arrachez des électrons c'est comme la lampe تاع tungstène هذيك كيفاش تشعل
Donc, vous avez des électrons qui sont arrachés, ou là, à des niveaux d'énergie plus élevés, mais ils émettent de la lumière. Donc, lorsque vous passez vos cheveux au sèche-cheveux, donc des fois, il y a des électrons donc, qui sortent du sèche-cheveux et qui collent à vos cheveux. Et vous avez de comme ça. Donc, en fait, c'est de l'électrostatique. C'est de l'électrostatique. Donc, quand vous prenez un corps qui est chargé négativement, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il contient un excès d'électrons ou là un déficit d'électrons? L'excès, c'est ziyada. Déficit, c'est nuqsan. Alors, زيادة. ziyada, très bien. Lorsque vous avez un corps qui est chargé négativement, il a un excès d'électrons. Et lorsque vous avez un corps qui est chargé positivement, ça veut dire quoi? نقصان. عنده نقصان, ça veut dire qu'il a un déficit d'électrons. Maintenant, نحينا له les électrons. Très bien. Donc maintenant, vous savez ce que c'est qu'un corps chargé positivement et un corps chargé négativement. C'est par rapport à l'excès ou au manque d'électrons, au déficit d'électrons. Donc, tout ça, on l'a dit. Donc, comment un électron gagne ou comment un objet gagne ou perd comment il perd des charges, ça veut dire comment il s'électrise. Il y a trois façons différentes pour électriser un objet. La première façon, c'est par friction, par frottement. Comme vous frottez, comment je vous ai dit, une région dans la règle. Par conduction, ça veut dire lorsque vous mettez en contact deux objets, un objet chargé avec un objet qui n'est pas chargé. D'accord? Donc, par exemple, vous avez, je pense, tous vécu une fois où lorsque vous êtes en voiture en mouvement, en voiture qui se déplace, et puis vous vous arrêtez à un moment, surtout lorsqu'il y a beaucoup de vent. Et puis lorsque vous vous arrêtez, vous sortez de la voiture, vous touchez la surface de la voiture externe et vous sentez une décharge, n'est-ce pas? En fait, ni j'étais avec la décharge, donc elle est venue du frottement de l'air, l'air مع la carrosserie. Donc, elle a chargé la carrosserie. Il y a des électrons soit la carrosserie a gagné des électrons, soit elle a perdu des électrons et elle est devenue chargée. Donc ça, c'est les contacts ça, c'est l'électrisation par frottement, par friction entre l'air et la carrosserie. Mais lorsque vous touchez la carrosserie, alors là, c'est une électrisation par conduction, par contact. Vous avez touché la carrosserie et vous aussi, vous avez donc gagné de la charge. Vous avez été chargé à cause du contact. Il y a aussi l'influence. L'influence, c'est sans contact. Donc, on va voir. Donc, on a dit la friction, c'est lorsqu'il y a un frottement. Donc, je vous ai donné l'exemple du frottement de l'air avec la carrosserie. Il y a aussi des fois, vous-même, lorsque vous touchez la poignée d'une porte, vous vous électrisez, vous ressentez une décharge. C'est surtout par rapport à vos chaussures. Si par exemple vous portez des chaussures en cuir, alors et vous marchez sur un tapis, sur une moquette, alors avec le frottement entre le cuir et la moquette va faire en sorte à ce que vous allez donc électriser vos chaussures vont porter une charge et puisque vous êtes en contact avec vos chaussures, donc vous aussi, vous allez porter une charge. Et si la porte, elle aussi, elle porte une charge, par exemple, par frottement avec l'air, alors il va y avoir vous allez sentir une décharge, pas une décharge, une électrisation. Alors là aussi, lorsque par exemple vous prenez un bâton d'ébonite, alors et vous le frottez avec un morceau de fourrure. Alors, ça, c'est le bâton d'éponite et ça, c'est le morceau de fourrure. Alors, avant le frottement, qu'est-ce qu'il y a? Le morceau d'ébonite, quand il était électriquement neutre, il contenait autant de protons que d'électrons. Donc, supposons que je vais juste, j'exagère, hein, en fait, il y a beaucoup plus que 1000 protons, mais je dis, supposons que nous avons 1000 protons dans l'ébonite. Donc, si vous avez 1000 protons, alors avant, vous avez 1000 protons et vous avez 1000 électrons. Donc le nombre total de charges positives ou charges négatives, lorsque vous sommez, va trouver 0. Plus 1000 moins 1000 égale à 0. Pareil pour le morceau de fourrure. Avant le frottement, il était électriquement neutre. S'il portait 1000 protons, il porte aussi 1000 électrons, donc il est électriquement neutre. Après le frottement, lorsque vous frottez les deux, donc le morceau de fourrure avec l'ébonite, donc on va supposer que c'est l'ébonite qui va gagner des électrons. Donc l'ébonite va arracher, si l'ébonite arrache 100 électrons de la fourrure, donc le morceau de fourrure, le nombre de protons, il ne va pas changer. On n'arrache pas les protons, je vous ai dit. On arrache les électrons. Donc il aura 100 électrons de moins. Donc au lieu d'avoir
moins 1000, il aura une charge égale à moins 900 E. Alors que l'ébonite, elle a gagné ses 100 électrons. Ils sont passés sur l'ébonite. À cause du frottement, l'ébonite va contenir une charge égale à électrique négative, c'est moins 1100. Et si vous sommez les deux, vous allez trouver la charge totale, c'est moins 100. Ça veut dire que le morceau d'ébonite, sa charge, ce sera égal à la charge au nombre d'électrons qui ont été transférés. Alors maintenant, donc le corps qui qui acquiert des charges négatives. Mais le corps qui va prendre les charges négatives va devenir chargé négativement. Alors que le corps qui perd les électrons, qui perd les charges négatives, il va devenir chargé positivement. Donc, ce qui est responsable de l'électrisation, les charges mobiles, les charges qui se déplacent, ce sont les électrons. Les charges qui sont transférées d'un corps vers un autre, ce sont les électrons. Quand on électrise un corps, on lui transfère les électrons. Soit on lui donne les électrons, soit on lui enlève les électrons. Donc, je vous ai dit, lorsque l'électricité, elle était appelée de l'électricité statique, ou là, l'électrostatique. D'accord. Donc, c'est une électricité statique, parce que lorsque je l'enlève, après, elle va rester immobile dans le corps. Elle va pas se déplacer. Donc, c'est de l'électrostatique, ou ce qu'on appelle l'électricité statique. Alors, sur cette diapo, je vous montre la photo de ce qu'on appelle un petit appareil, ou là, un outil si vous voulez, c'est pas vraiment un appareil, c'est un outil qu'on utilise beaucoup en électrostatique, qu'on appelle un électroscope. Un électroscope. الوظيفة تاع l'électroscope, son utilité, c'est de découvrir si un objet il est chargé ou pas. D'accord. C'est voir si un objet il est chargé ou pas. Donc ça veut dire que c'est un détecteur de charge si vous voulez, détecter les charges. Donc de quoi fait cet instrument-là? Donc l'instrument il est fait donc vous avez ici un bocal en verre transparent qui à l'intérieur du vide, ça veut dire ما كاش الهواء, il y a enlevé l'air. Donc, alors, son ouverture est, est fermée avec un morceau de caoutchouc. Alors, donc un matériau isolant, معناتها عازل, ما ينقلش الكهرباء. Un morceau de caoutchouc عازل, alors qui est percé au milieu. Alors, au milieu, on fait passer une tige en conductrice, par exemple en métal. Alors, من الفوق واش كاين à laquelle est collée à l'extérieur une boule métallique, donc une boule conductrice. Et à l'autre extrémité de la tige, il y a deux feuilles très 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 minces. زوج ورق صغيرطين تاع الذهب, de l'or. Généralement, c'est l'or. Alors, l'or est un matériau conducteur. Alors, deux feuilles qui sont بزاف خفاف تاع l'or. Alors, on l'utilise pour détecter si un corps il est chargé ou pas. Par exemple, s'il y a un corps qui est chargé, vous ne savez pas s'il est chargé ou pas. Si vous le mettez en contact avec la boule métallique, vous le faites toucher la boule métallique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les charges qui sont avec le corps vont passer dans la boule métallique. Et comme la boule elle est métallique, c'est un conducteur, donc les charges elles ne vont pas rester ici. Elles vont se déplacer, elles vont passer sur les feuilles d'or. Et comme les deux feuilles d'or sont accrochées entre elles, on est d'ici en bas, elles ne sont pas accrochées, elles sont séparées. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les deux feuilles d'or, toutes les deux vont porter les charges qui sont venues de l'extérieur. Alors, si par exemple le corps était chargé positivement, les feuilles d'or vont porter toutes les deux des charges positives. Et elles vont se repousser. Ça, vous le savez depuis longtemps. Vous savez que les charges de même signe se repoussent. Et les charges de signes opposés, elles s'attirent. Donc, lorsque les deux feuilles, si vous voyez les deux feuilles se repousser, vous vous dites, ça veut dire qu'elles ont été chargées. Ça veut dire que le corps que vous avez mis en contact avec la boule à l'extérieur, il est chargé. Si vous voyez rien se passer sur les feuilles d'or, c'est que le corps que vous avez mis en contact avec la boule, il n'est pas chargé. Vous avez compris le principe de fonctionnement de l'électroscope? Oui. Très bien. Donc, si vous voyez les deux feuilles s'écarter, ça veut dire que le corps est chargé. Donc,
Alors, on a l'électrisation par contact. Comment je peux électriser deux corps si je les mets en contact? Maintenant, je touche l'un avec l'autre. Alors, si par exemple, on va faire une petite expérience AD, si je vais faire un frottement entre un morceau de plastique et la laine. Le morceau de plastique, je peux l'attraper avec ma main. D'accord? Alors, je peux l'attraper avec ma main parce que le plastique, il est isolant. Maintenant, ce que je vais frotter le plastique avec de la laine, je vais créer une charge ici, à l'endroit où j'ai frotté. Ah, d'accord? Donc, supposons que j'ai arraché des électrons de la laine, sauf. Si j'ai arraché des électrons de la laine, alors le morceau de laine va être chargé positivement et le bâton de plastique va être chargé négativement. Mais comme le plastique il est isolant, وش معناتها الإيزولون؟ معناتها يقاوم بزاف التيار الكهربائي، التيار الكهربائي ما يجوزش فيه، معناتها les charges ne se déplacent pas à l'intérieur. Les charges électriques ne se déplacent pas dans un isolant. Ça veut dire là où j'ai créé la charge هنايا, donc les électrons sont, elles se sont positionnées في هذا l'endroit هذا, elles vont rester في هذاك l'endroit. C'est pour ça, dans ce que vous voyez, par exemple, on vous dit, si à la maison vous avez un fil électrique qui est dénudé, vous ne le touchez pas avec votre main, vous le touchez avec un matériau isolant, du plastique, du caoutchouc, du bois. Parce que à l'endroit où vous allez toucher avec le bois avec le fil électrique, l'électricité ne va pas arriver jusqu'à votre main. D'accord? C'est pour ça que c'est toujours prudent aussi de porter des, des chaussures en plastique lorsque vous, par exemple, vous touchez votre machine à laver. La machine à laver, quand elle tourne beaucoup, elle fait l'essorage, ça c'est les filles qui savent ça. Lorsqu'elle fait l'essorage, et vous allez extraire les vêtements de l'intérieur, vous sentez une décharge électrique. C'est à cause du frottement, en fait, parce que ils ont frotté avec le tambour à l'intérieur et ils ont créé des charges. Alors, si vous ne portez pas de chaussures en plastique ou là, vous allez retirer les vêtements, vous allez avoir mal. Donc, il vaut mieux porter des chaussures en plastique. Comme ça, l'électricité, parce que le corps de l'être humain, c'est un conducteur. Vous pouvez me dire pourquoi est-ce que le corps de l'être humain il conduit l'électricité? Voilà. Il contient de l'eau, madame. Très bien. Et l'eau est un très bon conducteur. Très bien. Parce que fait shawarit. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc, le morceau de plastique, c'est un isolant. Lorsque je crée une charge dans un endroit, elle reste avec l'endroit. Elle ne va pas aller jusqu'à ma main. Donc, je ne vais pas enlever avec la charge. Je suis sûre que avec l'endroit. Maintenant, pour être sûr que vraiment il y a des charges dans l'endroit où j'ai frotté avec la laine, je vais ramener le morceau de plastique, le bâton de plastique, et je vais les mettre en contact avec la boule métallique de l'électroscope. D'accord? Je vais les toucher. Alors, lorsque je vais faire le contact entre les deux, donc les électrons ils vont passer dans la boule métallique. Mais la boule, elle est métallique, mais elle est conductrice. Elle est conductrice. Dès que les électrons du plastique vont toucher le conducteur, elles vont passer sur le conducteur. Et elles vont pas rester sur la boule parce que c'est un conducteur. Le conducteur, donc le courant il joue, les charges elles se déplacent. Donc les charges, qu'est-ce qu'on va faire? Elles vont se déplacer tout le long de elles vont se placer sur la sphère. وما دا يجوزوا في هذاك la tige métallique, d'accord, parce qu'elle est conductrice. ويحبطوا حتى les deux feuilles d'or. Alors qu'ils يحبطوا les deux feuilles d'or, ils vont les charger. Toutes les deux vont porter des charges négatives et vous allez voir, l'électroscope, vous allez voir les deux feuilles d'or s'écarter. Là, donc, vous avez prouvé que le morceau de plastique qui était avant le frottement, il ne portait pas de charge. Vous pouvez le faire avant le frottement, l'électroscope. Vous verrez rien. Les feuilles d'or ne vont rien se passer parce que ma canne chargée. Une fois que vous le frottez avec la laine, vous le mettez en contact avec l'électroscope, vous voyez les deux feuilles d'or s'écarter. Donc, c'est la preuve que, premièrement, vous avez prouvé que vous avez créé une charge
avec le frottement, la première façon, la première méthode de créer une charge, le frottement. Et vous avez prouvé que lorsque vous mettez en contact deux objets, alors là, un objet chargé mais un objet neutre, le deuxième corps, il est électrisé donc, par contact. Donc la première image fouqa, c'est l'électrisation par frottement. Et la deuxième image tahta, c'est l'électrisation par contact. Alors la troisième façon d'électriser, de créer une charge électrique, c'est ce qu'on appelle l'électrisation par influence. Ou elle se fait sans contact, sans qu'il y ait contact. Alors, vous suivez avec moi là? Oui, madame. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le contact? Là, je dois vous parler un petit peu de choses. Normalement, c'est pas de votre niveau, mais c'est bien que vous appreniez ce genre de choses. Vous êtes maintenant, normalement, vous êtes curieux pour savoir comment les choses se passent. Alors, نجيب un électroscope, donc qui ne porte aucune charge, مع الأول. Et je porte, ونجيب هذاك le morceau de plastique. Il faut créer une grande charge. Il faut vraiment que je frotte beaucoup, beaucoup pour qu'il y ait, pour que le morceau de plastique porte une charge importante. Parce que l'influence, لازم لها une charge importante. Pardon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapprocher le bâton de plastique de l'électroscope, mais je ne vais pas les mettre en contact. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous savez que les charges positives attirent les charges négatives. Alors, supposons là que le morceau de plastique, il porte des charges positives. Ben, ça veut dire qu'on lui a enlevé des électrons. Pardon. Donc, si je lui ai enlevé des électrons, il est chargé positivement. Alors, qu'est-ce que vous faites? Dès que vous le rapprochez sans contact, vous allez voir les deux feuilles d'or s'écarter. Nous avons créé des charges électriques sur les deux feuilles de l'électroscope, sur les deux feuilles d'or. Êtes-vous d'accord? J'électrise le bâton de plastique, je le rapproche de la sphère de l'électroscope sans réaliser un contact. Observation, j'observe les deux feuilles d'or s'écarter. Donc, conclusion, les deux feuilles d'or ont été chargées. Comment a été fait l'électrisation? C'est certainement à cause de ce rapprochement. Donc, حنا واش نقولوا حنايا كما نقولوا l'interprétation التفسير تاعنا c'est que on sait que les charges positives attirent les charges négatives. Donc واش صرا les charges positives ont attiré les charges négatives. Les charges négatives en fait ce sont quoi? Ce sont des électrons. Les électrons, le fait que je les ai attirés ici, les électrons منين جاو des atomes, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'un atome, il y a les électrons qui ont quitté leur atome. Alors, lorsqu'un électron quitte l'atome qui l'a quitté, comment devient sa charge? Elle est de quel signe? Positif. Très Positif. bien, parce que nous avons les électrons. Donc, les électrons, lorsqu'ils quittent les atomes, ils laissent des atomes chargés positivement. Où est-ce qu'ils sont les atomes? Ils sont le plus loin possible des charges positives, parce qu'on dit le plus attire le moins, il repousse le plus. Le plus repousse le plus. En fait, c'est pas qu'il. Mais si la boule, il y avait des charges positives ou non. Parce que n'oubliez pas, les charges positives, c'est les protons. Les protons ne se déplacent pas. Ils sont liés au noyau. Je ne peux pas séparer les protons des neutrons. Vous n'allez pas faire une réaction nucléaire. Donc, en fait, qui me par abus de langage. L'abus de langage, je dis le plus attire le moins et le plus repousse le plus. Mais le plus, mais en réalité, l'interprétation physique, ce qui se passe réellement, c'est que les électrons, ils ont été attirés par les charges positives. Très bien. Les électrons qu'on a, ils se déplacent facilement. Je peux les arracher facilement. Donc, il y a une force électrique. Le Coulomb, monsieur Augustin Coulomb, j'ai fait l'électrisation. Les électrons, ils se sont déplacés. À la cinématique ou la dynamique, pour qu'il y ait un déplacement, il faut qu'il y ait une force qui déplace les objets, n'est-ce pas?
Donc, la dynamique تقول لي بلي les électrons ont subi une force, et je l'appelle une force électrique. Donc, les électrons ont subi une force électrique qui était suffisante pour les arracher de leurs atomes. Alors, ils sont venus se positionner هنايا. Ils ne peuvent pas sortir de l'électroscope. D'accord? En fait, الهواء كاين بينهم وبين البلاستيك الهواء en fait il conduit l'électricité بصح il la conduit lorsque كاين une énorme charge. Si je crée une très grande charge هنايا sur le bout de l'électroscope, l'électricité peut sortir. Les gens qui ont vu l'expérience de Tesla, vous avez vu l'expérience de Tesla, هذاك عنده une grande sphère métallique et puis vous avez des antennes autour et vous voyez une grande étincelle sur le برق, en sorte d'éclair, sauter de la sphère vers les antennes. Vous avez vu ça? Oui. Alors, Oui, madame. avec l'expérience de Tesla, donc il a prouvé que l'air, il conduit l'électricité. بصح باش تصرى هذيك l'expérience, il faut لازم تجمعوا une très très grande charge. Donc il a fallu vraiment جاب واحد matériel كبير باش il a arraché beaucoup de charges. Il a créé هذيك une grande charge, une énorme charge sur la sphère ديالو. Mais si vous faites une petite sphère, une petite charge, vous n'allez pas voir les éclairs, c'est sûr. Donc, là, l'air, il ne va pas conduire parce que ma canne, une grande charge. Les électrons, ils ne vont pas sauter. En fait c'est un saut. Les électrons, ils sautent. Ils hissent la charge positive, ils sautent à cause de la force électrique. Donc, là, les électrons, ils vont rester sur la sphère le plus près possible des charges positives. Et derrière eux, ils ont laissé des protons, donc des atomes chargés positivement. Donc là, je déduis que en fait, les charges les feuilles d'or, en fait, c'est une charge positive, ce n'est pas une charge négative. D'accord, vous avez compris là? Avez-vous compris? Oui. Oui, madame. Très bien. Est-ce que vous n'êtes pas curieux de savoir comment se fait la force? On a parlé déjà le premier semestre de la force gravitationnelle. Donc, on a dit que, par exemple, donc vous avez un tourma, par exemple, nous, on est attiré par la Terre. Donc, il y a une force qui est appliquée sur nous. Donc, si vous sautez d'un immeuble, donc vous allez tomber. Voilà, si vous jetez quelque chose du haut d'un immeuble, avec l'objet, il va tomber. Mais vous êtes pas posé la question comment se fait le transfert d'énergie? En fait, le corps, comment vous, par exemple, pour pouvoir prendre votre téléphone, vous ne pouvez pas l'attirer comme le بعيد أروح. Il faut que vous le touchiez, n'est-ce pas? Vous le portiez pour le prendre. Comment se fait le transfert d'énergie? Comment est-ce qu'une charge positive peut attirer une charge négative à distance sans qu'il y ait contact? Vous avez une idée de ça? Peut-être, madame, c'est à cause du champ électromagnétique. C'est le champ électromagnétique. Le champ électromagnétique, c'est une invention de l'être humain. معناتها c'est une grandeur qui a été inventée par l'être humain pour interpréter les phénomènes physiques. Mais en fait, ce qui est réel, ce qui est concret, حاجة ملموسة, c'est l'énergie, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque vous touchez une source de chaleur, تحسوا l'énergie, vous sentez la chaleur. Donc en fait, pour pouvoir déplacer un objet, vous savez que vous devez lui communiquer une énergie. Et le transfert d'énergie entre deux corps à distance, il se fait, mais à travers des particules qu'on ne voit pas, vous ne les voyez pas. Donc, c'est ce qu'on appelle des particules élémentaires. Donc, en fait, ce qui se passe de Caliban, là, ça a été prouvé théoriquement et expérimentalement. La force électromagnétique, la force électrique, c'est une force électromagnétique. Alors, je sais une force électromagnétique parce que lorsque une particule positive, une charge positive attire une charge négative, il se passe entre eux un transfert de particules de lumière, ce qu'on appelle les photons. Les photons, c'est des particules de lumière. Donc, il y a un échange d'énergie à travers la lumière. Et la lumière, c'est un rayonnement électromagnétique. C'est un rayonnement qui contient à la fois un champ électrique et un champ magnétique. C'est pour ça que la force électrique, c'est une force électromagnétique. Parce qu'il y a la lumière qui est échangée entre la particule positive ou négative. Parce que notre œil, l'عين تاعنا, elle n'est sensible qu'au visible. D'accord?
les longueurs d'onde du spectre du visible. En dehors du spectre du visible, vous voyez pas. Vous voyez pas l'infrarouge, vous voyez pas l'ultraviolet, vous voyez pas les gamma, vous voyez pas les rayons X, on ne les voit pas. Donc il y a un échange de lumière, mais c'est l'énergie Tawahhum, elle est très faible, on ne la voit pas. Donc en fait, c'est ça l'interprétation physique. Entre les particules et entre les charges, il y a échange de lumière, de photons, qu'on appelle les photons, et c'est comme ça que se fait le déplacement. C'est comme ça que les charges négatives est attirées vers la charge positive. D'accord, ok? J'ai aucun écho? On m'entend là? Oui, madame. Oui, madame. Très bien, ça c'est juste une parenthèse. Je me comment dire, vous savez pas, il faut être curieux en physique. Il faut essayer de savoir comment se font les choses. Vous allez comprendre mieux les phénomènes physiques. Donc quand on est au 21e siècle, la science a beaucoup évolué. Vous trouvez toutes les interprétations, pratiquement, pas tout, mais à votre niveau, vous trouvez les interprétations. Donc, la théorie atomique de la charge. Alors, les divers éléments, donc tous les éléments de la nature, ils ont des caractéristiques différentes. Alors, certains éléments retiennent moins bien fortement leurs électrons que d'autres. Maintenant, lorsque vous frottez le plastique, par exemple, lorsque je frotte le caoutchouc مع les bonites, ماشي بين زوج ils vont lâcher leurs électrons. كاين واحد منهم qui va lâcher plus facilement que l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est une petite liste, c'est ce qu'on appelle la liste électrostatique. Vous pouvez la trouver sur Internet, c'est beaucoup plus longue. Donc, comment les éléments sont classés. Alors, Milfouqa, c'est les éléments qui, qui, qui attirent les électrons. Donc, attirent les électrons. Donc, c'est les éléments qui retiennent le plus leurs électrons. Ou ceux qui retiennent moins les électrons. Donc, si vous frottez du caoutchouc avec de la fourrure, donc la fourrure va donner ses électrons au caoutchouc. C'est comme ça que se fait. C'est dans cet ordre-là. Vous frottez la soie avec de la laine, c'est la laine qui va donner ses électrons à la soie. C'est comme ça que ça se fait. Alors, est-ce que les objets neutres contiennent des charges? Oui. Un objet électriquement neutre, il contient des électrons, mais il contient autant d'électrons que de protons. Le nombre total de charges est égal à 0. Alors, euh, vous avez déjà remarqué qu'un objet chargé attire un objet neutre qui ne porte pas des charges. Pourquoi? Alors, vous avez déjà vu, par exemple, lorsque vous frottez votre règle avec un morceau de chiffon et vous coupez en tout petits morceaux du papier, vous allez attirer, les bouts de papier vont s'attirer être attirés vers la règle. En fait, la règle était chargée, mais les bouts de papier n'étaient pas chargés. Pourquoi ils ont attiré? En fait, c'est parce que la charge, comme je vous ai dit, les charges positives attirent les charges négatives. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle une électrisation par influence, à distance. Alors, la loi des charges, donc la loi des charges électriques, c'est que les charges de même signe se repoussent. Donc le plus repousse le plus, le moins repousse le moins. Et les charges de signe opposé s'attirent. Ça veut dire le plus attire le moins. C'est ça la loi. Alors, quelle est la différence entre les isolants et les conducteurs? Al-awazil ou al-nawaqil. Alors, on a l'isolant qu'est-ce que j'ai? Alors, l'isolant, lorsque vous le chargez, par exemple, vous le frottez à un endroit, les charges électriques vont rester avec l'endroit, elles vont rester immobiles. Mais si vous frottez, par exemple, une boule métallique, vous prenez une boule métallique, vous la frottez dans un endroit, et donc les électrons par exemple, supposons que vous avez gagné des électrons. Les électrons qui vont être déplacés vers la sphère avec l'endroit, elles ne vont pas rester avec l'endroit où vous avez fait le frottement. Elles vont se déplacer et se distribuer sur toute la surface de la sphère. C'est ça la particularité du conducteur. Les charges se distribuent sur tout le conducteur. Ils vont partout. D'accord? Mais ils ne avec l'endroit.
Par exemple, on sait que l'argent est un très bon conducteur, le meilleur conducteur qui existe, je pense. Alors, les semi-conducteurs, des fois, je pense, vous entendez parler d'un matériau semi-conducteur. Alors, ce sont des matériaux qui ne sont ni vraiment conducteurs ni isolants. D'accord? Ils sont entre les deux. Donc, des fois, pour qu'ils puissent être conducteurs, il faut les mettre dans un champ électrique. Quand on les polarise, ils deviennent conducteurs. Alors, c'est ce qu'on appelle les semi-conducteurs. Ils sont ni bons conducteurs, ni bons. Alors, ici, alors ça, c'est un principe qui est très, très important. D'ailleurs, vous allez l'utiliser FTD. Alors, c'est ce qu'on appelle la conservation de la charge électrique d'un corps isolé. Alors, je m'excuse, j'ai mis l'écriture en blanc, il fallait que je la mette en noir. Alors, وش معناتها? Alors, si vous chargez, par exemple, j'ai une boule métallique que j'ai chargée, peut-être là, une charge électrique. La charge qu'elle va porter va rester constante. Elle va rester constante tant que du moment où la boule, elle est isolée, la boule métallique est isolée du reste du monde. D'accord? Donc la charge va rester constante. Alors, si je mets en contact de la sphère avec un autre conducteur, tu que la charge de elle va changer. Donc, la charge totale d'un corps isolé est toujours constante. D'accord? C'est comme la masse. Si vous lui enlevez pas une masse, la masse va rester constante, ou si vous voulez, l'énergie. Donc, la charge totale d'un corps qui est isolé est une constante. C'est également valable pour un système de conducteurs, de corps. Si vous avez deux corps chargés, un corps 1 et un corps 2 qui sont chargés, tous les deux portent une charge. Alors, généralement, la charge, on la symbolise avec la lettre Q. D'accord? Une charge électrique, c'est Q majuscule ou la Q minuscule. Donc, si vous avez un corps 1 qui porte une charge Q1 et un corps 2 qui porte une charge Q2, alors tant que ces deux, si vous les mettez en contact, il va y avoir un transfert de charge d'un corps vers l'autre. Mais la somme totale, la somme totale des charges va rester constante tant que vous n'avez pas mis ce système en contact avec d'autres charges. Alors, la charge électrique, normalement, elle est quantifiée. Maintenant, si je vous dis que, par exemple, ce corps porte une charge Q est égale à 10 puissance moins 6 coulombs. Alors, normalement, si vous divisez la charge totale par la charge d'un seul électron, vous allez obtenir le nombre de porteurs de charge. D'accord? Ça veut dire que toute charge électrique est constituée d'un nombre entier de E. Alors, mais en fait, à l'échelle macroscopique, من البعيد ما نقدرش نشوفوا le nombre de charges. Mais si par exemple vous avez une sphère qui porte une charge Q, je vais définir ce qu'on appelle une densité volumique de charge. الكثافة الحجمية للشحنة. Alors, ρ. Je vois الكثافة الحجمية, c'est la charge totale divisée par le volume total de la sphère. Et si par exemple les charges sont distribuées sur une surface, alors je définis ce qu'on appelle une densité de charge surfacique. كثافة سطحية, sigma, on appelle sigma, c'est la charge totale que divise la surface totale. Et si par exemple votre charge est distribuée sur un fil, par exemple sur un fil électrique, ça veut dire sur une longueur, on définit ce qu'on appelle une densité de charge linéique. كثافة خطية, lambda, qui est égale à la charge totale que divise la longueur totale du fil. Ça, on verra plus en détail plus tard en cours. Alors, la loi de Coulomb, c'est une loi qui est incontournable en électrostatique. La loi de Coulomb, c'est une loi qui vous donne l'expression de la force électrique. Comme les forces positives se repoussent, les charges positives, les charges de même signe se repoussent, les charges de signe opposé s'attirent. Donc, qu'est-ce qui est responsable de cette attraction? On l'a appelé la force électrique. Et l'expression, la formule, donc la relation qui vous donne cette force, on l'appelle la relation, la loi de Coulomb. Alors, elle a été déterminée expérimentalement. C'est Augustin Coulomb, donc voilà, Augustin. Alors, Charles-Augustin de Coulomb. Alors, c'est un physicien français qui a en fait réalisé une expérience avec ce qu'on appelle une balance de torsion. Alors qu'il l'a inventé. Et donc, il a pu faire, avec des expériences, il a pu mesurer la force électrique.
Alors, ce qu'on appelle la balance de torsion. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Il y a une sorte, donc un bocal là, il y a vide, il y a du vide à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, là, il y a une boule métallique داخل وبرا. Donc, il a un autre corps, là, il y a une sorte de alors, vous avez la boule P prime et la boule P ici, sur la gauche. Alors, ici, la boule P, elle n'est pas, donc elle porte une charge électrique. Et la boule P', il peut la charger. Il peut ramener un corps chargé et le mettre en contact avec la boule qui est à l'extérieur. Donc la boule à l'intérieur devient chargée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La boule P, elle est reliée à une baguette, une baguette métallique. Euh, et qu'est-ce qui se passe? Au milieu de la baguette, vous avez un fil en argent. Un fil en argent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et vous avez un dispositif qui peut mesurer l'angle de rotation de cette tige. On appelle un fil de torsion. Qui dort la baguette, le fil se tord, il dort, et il va tourner. Ici, un dispositif qui va vous donner l'angle de rotation. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il va charger la boule P'? P' va soit attirer, soit repousser la boule P par force électrique. Et là, il va mesurer l'angle de rotation du fil, de la tige, et avec des relations de mécanique et de dynamique, il peut déduire la valeur de la force électrique. Et il a relié la valeur de la force électrique à la charge P' et P et la distance qui les sépare. Et c'est comme ça qu'il a établi la loi, enfin pas la loi de Coulomb. Donc, voici la loi de Coulomb. L'énoncé mathématique de la loi de Coulomb est comme suit. Vous devez le retenir par cœur. La force électrique, vous devez l'apprendre par cœur. Alors, elle dit quoi? Alors, si vous avez deux charges électriques, deux corps qui portent des charges. La première charge, alors d'abord, je vous dis qu'en fait, le chapitre Hada, l'électrostatique, on considère que les corps qui portent les charges sont sans dimension. Maintenant, si vous avez une petite bille qui porte une bille métallique, une bille conductrice qui porte une charge QA, je vais ignorer les dimensions de cette bille. Je vais dire que là, je considère le cas d'une charge ponctuelle. Parce que la loi de Coulomb est valable pour les charges ponctuelles. معناتها نهمل أبعاد الجسم الذي يحمل هذه الشحنة. Vous avez compris? Donc nous avons, si je considère deux charges électriques, une charge QA et QB, maintenant je ne vais pas vous dire un corps qui porte une charge et tout ça. Je vais dire dorénavant une charge ponctuelle. Vous avez une charge QA et vous avez une charge QB. Alors la charge QA va appliquer sur la charge QB une force électrique que je vais appeler F appliquée par A sur B. Et de la même façon, la charge QB, donc réciproquement, la charge QB va elle aussi appliquer sur la charge QA une force électrique que je vais appeler F appliquée par B sur A. La relation entre ces deux forces, c'est que l'une c'est l'action et l'autre c'est la réaction. C'est le troisième principe de Newton. Alors, une est action et l'autre est réaction. FA sur B est égal à moins FB sur A en vecteur. Ça, c'est la relation entre les deux forces. Donc, à chaque fois que vous avez deux charges l'une à côté de l'autre, il s'agit, donc dites-vous que vous avez deux forces électriques. Mais si il y a une seule charge qui applique sur l'autre charge une force, non. Chaque charge applique sur l'autre une force électrique. Alors que ces forces ils ont les mêmes modules, mais ils ont des sens opposés. Même module, même direction, sens opposé. نفس الطاولة نفس الحامل mais الاتجاه متعاكس. Maintenant, comment vous allez... Je vais m'intéresser à une seule force. Par exemple, je vais m'intéresser à la force appliquée par la charge QA sur la charge QB. Donc, je vais écrire l'énoncé mathématique de la force FA sur B. Donc, comment elle s'écrit? D'abord, c'est une relation vectorielle. Je vais commencer par la partie scalaire. La partie scalaire de la loi de Coulomb, c'est quoi? Donc, c'est K, c'est une constante que je vais vous donner tout à l'heure, fois la charge QA, donc la charge qui applique la force, fois la charge QB, la charge sur laquelle est appliquée la force,
divisé par le carré de la distance qui sépare les deux charges. Là, j'ai oublié de mettre le petit r ici. Donc, le petit r ici, c'est la distance AB, la distance qui sépare les deux charges électriques. Donc, au carré, ça, c'est la partie scalaire, fois un vecteur unitaire UAB. Alors, le vecteur unitaire UAB, il suit exactement l'ordre. Si vous avez la force appliquée par A sur B, donc le vecteur unitaire, il est dirigé, c'est un vecteur unitaire choix, dirigé de A vers B, mais vous le dessinez au niveau de la charge qui applique, QA. C'est A qui applique de la force, donc je vais dessiner le vecteur unitaire ici, dirigé de A vers B. Donc maintenant, si les deux charges QA et QB sont de même signe, qu'est-ce qui se passe? Le produit QA et QB sera positif ou négatif? Négatif. Si QA et QB ont le même signe, tous deux positifs ou tous deux négatifs, qu'est-ce qui se passe? Le produit QA fois QB sera positif ou négatif? Si QA et QB, ils sont des mêmes signes, ben, tu as tous les deux positifs ou tous les deux négatifs. Le produit QA fois QB, Juda QA QB, positif ou négatif? Positif. Très Positif. bien. Le produit QA fois QB sera positif. Donc, le scalaire K est positif. R au carré est positif. Donc, le scalaire, il sera positif. Donc, FA sur B aura le même sens que UA sur B, qui m'a le cas. Regardez. Et là, vous voyez que la force est répulsive. Ça, ça. Donc là, on voit Oui. voilà, que la force est répulsive. Donc, c'est le cas des forces répulsives. Qui connaît le même signe, la force sera répulsive. Maintenant, la charge QA et QB les charges QA et QB sont de signes différents. Maintenant, واحدة positive et l'autre négative. Le produit QA fois QB sera comment? Négatif. Négatif. Donc, ce scalaire, il sera négatif. Donc, la force FA sur B aura le sens inverse de UA sur B. Ah, vous voyez là. Donc, UA sur B, enfin, ils ont les sens opposés. Et là, vous rendez compte, donc vous constatez que la force est attractive. D'accord. Donc, il y a plus... Oui, Dans la loi, le cas, c'est quoi? c'est une Le cas. constante. Vous vous rappelez la force gravitationnelle? Oui. Vous vous rappelez l'expression Taha, c'est moins G, MA, MB sur R au carré, enfin vecteur unitaire U. Ça ressemble à cette Ouais. loi. D'accord. Donc, au lieu de G, la Ça, constante G, vous avez une constante K. Et au lieu des produits des masses, vous avez les produits des charges. Parce que s'il n'y a pas les charges, mais qu'est-ce force? Qui met la force gravitationnelle? S'il n'y a pas les masses, il n'y a pas de force gravitationnelle. Là, donc à la place des masses, vous avez des charges. À la place de G, vous avez K. Vous n'avez pas de signe moins. La force gravitationnelle fait un signe moins. Ou kiff, c'est divisé par le carré de la distance qui sépare les deux charges. Donc voilà comment vous dessinez les forces électriques. En fait, vous allez voir tout après les TD et tout ça. Je ne vais plus dessiner le vecteur UAB. L'essentiel, c'est que vous devez savoir comment dessiner les forces électriques. Et pour cela, vous devez faire attention aux signes des charges. Donc, si vous voyez que QA et QB ont le même signe, donc comment vous dessinez les forces? Vous dessinez le segment qui relie les deux charges. Et si les deux charges sont du même signe, vous dessinez au niveau de la force sur laquelle on applique les forces, sur laquelle les forces sont exercées. Vous dessinez une force répulsive. Ça veut dire qui est dirigée de la charge qui applique vers la charge qui subit. Vous dessinez une force comme ça, dans ce sens. C'est pour dire que la force est répulsive. Maintenant, si vos deux charges sont du signe différent, comment vous dessinez F là, la force? Toujours, vous dessinez le segment qui relie les deux charges, mais dans ce cas-là, la force sera dirigée de la force de la charge qui subit vers la charge qui applique. Le plus important, c'est faire attention. Quand on vous dit on vous demande de représenter les forces exercées sur une charge, vous dessinez ces forces au niveau de la charge sur laquelle les forces sont appliquées, d'accord? Ok, vous avez des questions là? Avez-vous des questions? Madame. Non.
Très bien. Non, non. Donc, je vais faire un exercice d'application pour que vous puissiez mieux comprendre ça. Ok, où est l'exercice? On va faire un exercice de la série. Je ne vous ai pas encore envoyé la série, je vais vous l'envoyer. Après. Alors, exercice 1, 2, 5. Alors, c'est l'exercice 6 de la série. Est-ce que vous voyez le partage? Oui, madame. Très bien. Donc, exercice 1.6 de la série d'exercices. Alors, je vais mettre le plein écran. Ok, très bien. Donc, l'exercice 1.6, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'on considère le système de charge ponctuelle. Donc, le système de الشحنات النقاطية représenté sur la figure 4. Donc, voici la figure. J'ai mis des couleurs par rapport à la série pour qu'on puisse bien distinguer. Alors, les charges positives, Q1 et Q2. Q1 et Q2. Donc, vous avez Q1 et Q2 distants de la distance petit d. Donc, regardez, la charge Q1 est égale à Q. Elle est positionnée à la position O, au point O. Et la charge Q2 qui est égale à Q sur 9. Ça veut dire la première charge divisée par 9. Donc, elles ont le même signe, Q1 et Q2. إشارة. Même signe, toutes les deux positives. Donc, elles sont distantes d'une distance petit d. Elles sont fixées au point O et A, c'est ce qu'ils vous disent. Elles sont fixées au point O et A respectivement. Maintenant, elles ne peuvent pas se déplacer. C'est bon, elles sont fixes. Et une troisième charge, pardon, Q3, qui est égale à Q, donc elle aussi, elle est positive. Donc, on place une troisième charge Q3 sur le segment OA, quelque part sur le segment OA, à une position, par exemple, M. Mais Hadi, elle est assujettie à se déplacer le long du segment OA. Elle est libre de se déplacer, mais elle ne peut se déplacer que sur ce segment OA. Elle ne peut pas sortir de ce segment. Donc là, nous avons à voir trois charges, toutes les trois placées sur le même segment. Les charges Q1 et Q2 sont fixes, elles ne peuvent pas se déplacer, elles sont immobiles, alors que la charge Q3, elle peut se déplacer le long du segment OA. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? La première question. Donnez l'expression de... mince. Donnez l'expression de la force qui s'exerce sur Q3 au point M. Donc d'abord, la force, vous avez donc, ils vous disent qu'il y a une force qui s'exerce sur la charge Q3. Cette force est de quelle nature? C'est quoi la nature de la force? C'est une force de quel type? Une force gravitationnelle? C'est le poids? C'est d'après vous? Hmm? Force électrique. Une force électrique, très bien. Vous savez que si vous mettez une charge électrique au voisinage d'autres charges, donc elle va subir une force électrique. En fait, j'ai pas fait l'exercice 1 de la série, je vous demande de le faire, qui va comme la série, dès l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1, vous le faites parce qu'il vous montre l'ordre de grandeur de la force électrique devant la force gravitationnelle. Donc, lorsqu'il s'agit de charges ponctuelles, la force coulombienne est beaucoup plus importante que la force électrique, gravitationnelle. Donc, des fois, on la néglige. Ah oui, je vous demande pardon. Avant, euh, bon, je dois revenir au cours parce que j'ai oublié enfin, de vous dire ce que c'est que la constante K, en fait.
J'ai oublié de vous dire ce que c'est que la constante K. Oui. Alors, vous revoyez le cours là? Vous voyez le cours à nouveau? Oui. Oui, madame. Très bien. Donc, j'ai oublié de vous dire ce que c'est que la force K. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Comment je peux me débarrasser de ça? Alors, voici, j'ai réécrit l'expression de la force de Coulomb, la force électrique. Alors, la constante K ici, alors ici, lorsque vous faites les applications numériques, les charges Q, vous les remplacez en Coulomb. Dans le symbole, c'est C. La distance R, vous la remplacez en mètres. Vous ne pouvez pas la remplacer avec une autre unité que le mètre. Et comme ça, vous allez obtenir la force en newton. Et la constante K, alors la constante K, elle est égale à 1 sur 4 pi fois epsilon. Normalement, là j'ai écrit epsilon, mais de façon générale, c'est 1 sur 4 pi epsilon. Le epsilon, il est en relation avec quoi? Il est en relation avec le milieu qui sépare les charges. Supposons que vous prenez les charges QA et QB de tout à l'heure, d'accord? Tout à l'heure, de ça, les charges QA et QB. D'après vous, la force, donc la force électrique qui va rentrer comme la force électrique, j'ai un échange de particules de lumière entre les deux charges. Alors, si les deux charges sont séparées, si je réalise l'expérience dans le vide, donc entre les deux charges, si je la réalise dans le vide ou que je la réalise dans l'air, ce n'est pas la même chose. D'accord? Je vois que en fait, ce qui change, c'est la constante K. D'accord? Donc la constante K dépend du milieu qui sépare ces deux charges. C'est normal. Vous ne pouvez pas obtenir la même force si vous réalisez l'expérience dans l'air, ou là dans du plastique, ou là dans l'eau, ou là dans le vide. La force n'a pas la même valeur. Donc, en fait, la constante K là, elle tient en compte du milieu qui sépare ces deux charges. Alors, elle est égale à 1 sur 4 pi fois epsilon. Et c'est le epsilon qu'on appelle la constante diélectrique du matériau. Epsilon de façon générale, on appelle la constante diélectrique du matériau. En fait, elle est en relation avec les propriétés électriques d'un matériau. Uniquement avec les propriétés électriques. Chaque matériau a un epsilon terme. Si vous allez dans l'internet, vous cherchez constante diélectrique d'un matériau, vous allez trouver des tableaux, très grands tableaux. Alors, comment je me débarrasse de ça? Je n'ai pas pu me débarrasser de cet insigne-là. Mince. Alors, je vais peut-être diminuer Bachira. Donc, en fait, dans le tableau, vous voyez là, vous voyez assez bien, parce que j'ai diminué la... Est-ce que Oui, vous... madame, on voit. Très bien. Oui, madame. Donc, K, c'est 1 sur 4 pi fois epsilon. Et epsilon, quand le com, c'est la constante diélectrique d'un matériau. Mais les tableaux, généralement, vous ne trouvez pas epsilon. Généralement, ce qui est courant, c'est le epsilon R. Et c'est quoi le epsilon R? Alors, le epsilon R, c'est le epsilon divisé par epsilon 0. Et epsilon 0, c'est epsilon du vide. D'accord. Parce que la plupart des expériences qu'on fait d'électricité, on les fait dans le vide. Il n'y a rien. D'accord? On tire le vide, on tire l'air avec une pompe. On la tire de l'endroit où on fait l'expérience. Donc, ce que vous trouvez généralement, c'est epsilon R, qui est égal à epsilon sur epsilon 0. Et vous pouvez déduire le epsilon du matériau uniquement en multipliant le epsilon R que vous trouvez sur Internet fois epsilon 0 du vide. Epsilon 0 du vide, il est connu. Donc, voici comment vous tirez le epsilon d'un matériau. Epsilon R fois epsilon 0. Mais là, généralement, en TD, même TP, lorsque vous allez faire le TP et tout ça, à chaque fois, nous allons utiliser la constante K. La constante K, on va utiliser epsilon 0. On va considérer que tous les problèmes qu'on va traiter, ils sont réalisés dans le vide. Donc, le cas que nous allons utiliser, c'est celui avec le epsilon 0, l'epsilon du vide. Donc, K, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. Alors, il est calculé dans le système SI, le système international, c'est 9 fois 10 puissance 9. D'accord?
Donc la valeur que vous allez retenir pour le K, c'est 9 fois 10 puissance plus 9. Alors généralement, bon, il est préférable de la retenir, mais si pendant l'examen vous l'avez oublié, vous pouvez demander à l'enseignant, il va vous la donner. D'accord? Donc K, c'est 9 fois 10 puissance 9. Alors je vais revenir là à l'exercice parce que j'avais besoin de ça. Et donc, je vais faire ça. Donc, on a dit, la première question, c'est donner l'expression de la force qui s'exerce sur Q3 au point M. Donc, vous m'avez dit, la nature de la force, c'est une force électrique. Très bien. Donc, nous avons une force électrique parce que la charge, il y a une force électrique qui est appliquée sur Q3. Dites-moi. Elle est appliquée par qui, cette force-là? Appliquée sur Q3 par... Très bien. Donc, en réalité, combien de forces vous avez? 2. Très bien. Donc, en réalité, nous avons deux forces électriques. Très bien. Donc la charge est écrite ici. La charge Q3 subit l'action de deux forces électriques. La première force, c'est la force exercée par la charge Q1. N'est-ce pas? Q1 est égal à Q. Qu'on va appeler F appliqué par 1 sur 3. Alors, on va la représenter. Vous ne pouvez pas résoudre les exercices à l'électrostatique sans représentation. Même si vous ne disent pas, ils ne vous demandent pas de représenter. Mais c'est incontournable. Vous ne pouvez pas ne pas représenter. Donc, la première étape pour répondre à ce genre de questions, c'est toujours commencer par représenter les forces qui sont exercées sur votre charge. Donc, vous allez voir le type de signe de Q1 et Q3. Alors, prenez la Q1 égale à Q et Q3 égale à Q. Elles sont identiques. Donc, elles sont de même signe. Si elles sont de même signe, ça veut dire que F1,3 est répulsive ou attractive. Répulsif. Répulsive. Fort, très bien. Donc, comment je vais dessiner la force F1 sur 3? D'abord, elle est appliquée sur Q3. Donc, je la dessine au niveau de Q3. Très bien. Alors, comment je fais? Je regarde le segment qui relie Q1 à Q3. C'est OM. Donc, je نتبع avec le segment ونديرها dirigé de la charge qui applique vers la charge qui subit, donc kharja. Parce qu'elle est repousse, une force répulsive. Donc, c'est la force qui est en bleu. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Maintenant, je passe à la deuxième force. C'est la force exercée par la charge Q2 sur Q3. Alors, j'ai mis la charge Q2 en mauve. Donc, je vais représenter la force F appliquée par 2 sur 3 en mauve. Comme c'est une force qui est appliquée sur Q3, donc kiff kiff, je vais représenter la force au niveau de Q3. Vous ne représentez pas la force au niveau de la charge qui applique. C'est la charge qui subit. D'accord? Donc, comment je vais la représenter? Alors, je vois que Q3 égale à Q et Q2 égale à Q sur 9. Donc, ils sont de même signe. Mais quand j'ai un signe, je n'ai pas changé de signe. Donc, elles sont du même signe. Donc, F2 sur 3 est aussi répulsive. Et comment je vais la dessiner? Donc, je vais dessiner une force qui est portée par le segment qui relie les deux charges, donc le segment AM, et donc dirigée vers l'extérieur, de A vers M. A repousse M. Donc, je l'ai représentée par le vecteur qui est en mauve. Et la résultante des forces, c'est la question qui m'a été demandée. Calculer, donc, de trouver l'expression de la charge, de la force qui est appliquée sur Q3. Donc, la force qui est appliquée sur Q3, c'est la résultante. Donc, c'est la somme des deux. Alors, on appelle le principe, c'est le principe de superposition. Lorsque je prends la résultante des deux forces, c'est le principe de superposition. Donc, la force totale appliquée sur la charge Q3, que j'ai appelée F3, c'est la somme vectorielle des deux forces appliquées sur la charge Q3. Donc, c'est F1 sur 3 en vecteur plus F2 sur 3 en vecteur. Vous ne pouvez pas et vous n'avez pas le droit d'écrire l'égalité entre les modules. Le module de F3 n'est pas égal à la somme des deux modules. Attention, ça c'est une relation vectorielle. Pour passer au module, il faut vraiment faire autre chose. C'est ce qu'on va faire après. Avez-vous compris? Avez-vous des questions?
C'est bon, je continue? Oui, madame. Oui. C'est toujours les mêmes personnes qui répondent. Les autres, ils sont juste connectés ou là, ils sont là. Très bien. Alors, je prends un cas, il faut trouver l'expression de cette force-là. Alors, pour trouver l'expression de cette force, en électrostatique, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel aux vecteurs unitaires qu'on connaît généralement, c'est les vecteurs unitaires I et J. D'accord? Donc, Naya, d'après vous, je vais avoir besoin de combien de vecteurs unitaires? Est-ce que j'aurai besoin de I et J ou là uniquement de I? Regardez I. I, très bien. Là, parce que les deux forces sont portées par l'axe X, OX, d'accord? Il n'y a aucune composante de ces deux forces qui est portée par l'axe des Y. Donc, je ne vais pas introduire là le vecteur unitaire J. Le vecteur unitaire I me suffit largement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on a dit, on va exprimer toutes les forces en fonction du vecteur unitaire I. Mais moi, la méthode que je vous propose, avant de passer avant d'écrire les forces en fonction du vecteur unitaire J, je vous demande d'écrire les modules des deux forces. D'accord. Alors parce que نسحقوا le module هو اللي نسحقوا pour faire les projections pour écrire en fonction de lui. Alors on va écrire le module de la force F appliquée par 1 sur 3. واش قلنا في le cours on a dit que la force électrique est égale à K QA QB sur R au carré fois U. Donc si je veux le module de la force, qu'est-ce que je vais prendre? Alors la constante K تقعد. Et là, j'ai le produit des deux charges. Q1, j'ai la force appliquée par 1 sur 3. Donc, c'est le produit Q1 fois Q3. Je l'ai pris en valeur absolue. Pourquoi j'ai pris le produit Q1, Q3 en valeur absolue? Alors, On peut être négatif, madame. pour Bêche, vous pouvez répéter? Pour que ça soit positif. Pourquoi il faut que ce soit La résultat. positif? Pourquoi est-ce que le résultat doit être positif? Parce que je suis en train de calculer quoi? Là, La force. Positif. comme, regardez bien. On est en train d'écrire l'expression de quoi ici? De la force qu'exerce 1 sur 3. C'est pas la force, c'est Produit. Abdé, mademoiselle, c'est Module. le module. Je suis en train d'écrire l'expression du module d'un vecteur. Le module d'un vecteur, c'est toujours positif. D'accord? L'expression de la force, vous pouvez trouver un signe moins pour l'expression de la force parce que c'est un vecteur. Le signe moins, il vous indique le sens de la force. D'accord, c'est important. Vous pouvez avoir un signe moins une relation vectorielle parce qu'il vous donne la direction et le sens. Mais le module, vous ne pouvez pas trouver un module d'un vecteur négatif de façon générale. Donc le module doit toujours être positif. Alors là, bien que les charges elles sont positives, mais je me suis dit, bon, c'est bien de vous introduire Hada Mendoka. C'est pour vous dire qu'à chaque fois que vous calculez le module d'une force, ou le module donc il faut s'assurer que le résultat sera positif. Comme les charges peuvent être négatives, donc j'ai mis entre la valeur absolue, j'ai pris la valeur absolue de Q1 fois Q3. Et bien sûr, je divise sur le carré de la distance qui sépare Q1 et Q3. Donc regardez la charge Q1 et Q3. Quelle est... euh, je me suis trompée là apparemment. Q1 et Q3. Ah oui, je me suis trompée ici. En fait, il y a une erreur ici, d'accord? Vous voyez de quelle erreur il s'agit? La force F1 appliquée sur 3. La distance qui sépare Q1 et Q3. À quoi est égale? C'est X, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Oui. Donc en fait, il faut diviser par X au carré. Donc en fait, ici, c'est pas D moins X, c'est X au carré. Ok? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va quitter le plein écran et on va chercher la version Word pour la corriger. مادام لو كان قلبتي غير الاسم
بس راهي كاينة واحدة بين Hmm, Q2 et Q. oui, oui, tout à fait. Donc, c'est ce que je vais faire. On va appeler la version Word sur laquelle on va faire les modifications. Donc, je vais arrêter la présentation ici et je vais présenter le Word. Vous voyez le fichier Word? Non? Oui. Très bien. Donc, en fait, alors, pour ne pas tout chambouler, donc je vais prendre ça. Alors, carré. Très bien. Donc, F1 appliqué sur 3, c'est K fois valeur absolue Q1, Q3. Et la distance qui sépare Q1 de Q3, c'est la distance X. Voilà, on la voit. Donc, c'est sur X au carré. Alors que la force F2 sur 3, donc comment je vais l'écrire? Je vais écrire de la même façon. Donc, je vais écrire que c'est la constante K fois valeur absolue de Q2 fois Q3 sur la distance qui sépare la charge Q2 Q3. Alors, la distance qui sépare la charge Q2 Q3, regardez. D, D Très moins bien. X. Donc, c'est d moins x. Je vais avoir d moins x au carré. Voilà. Donc maintenant, quand je vais écrire la résultante, comment je vais écrire? Je vais voir la force F3. Donc, si je veux écrire la force F3 maintenant avec les vecteurs unitaires, avec le vecteur unitaire I. Regardez la force F1 sur 3. F1 sur 3 est dirigée dans le sens de I, n'est-ce pas? Donc, si je veux écrire la force F1 sur 3 en vecteur, je vais écrire que c'est égal au module de F1 sur 3 fois I, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Et comment vous écrivez la force F2 sur 3 en vecteur en fonction de I? Moins I fois Très bien. Moins le module de F2 sur 3 moins. fois I. Très bien. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. C'est F3 en vecteur, c'est plus le module de F1 sur 3 fois I, moins le module de F2 sur 3 fois I. Et là, je n'ai qu'à remplacer, je tire I en facteur et je remplace les modules. Donc là, je vais avoir ça, moins ça. Voilà, ce qui va... non, je vais mettre ça ici. Voilà, donc K, Q, X, K... j'avais pas le 9. Il n'y a pas de 9 ici, n'est-ce pas? Le 9, il est là. Parce que c'est Q2 qui est égal à Q sur 9. Très bien. Donc voilà, donc KQ au carré sur X au carré moins KQ au carré. Et puisque Q1 égale à Q3 égale à Q, donc j'ai Q au carré ici. Et Q2 égale à Q sur 9. Donc Q sur 9 fois Q, c'est Q au carré sur 9. Donc je tire le I en facteur et j'obtiens ça. Je peux aussi tirer le KQ au carré en facteur. Et donc je vais obtenir ça. Donc je fais la rectification aussi là. Voilà. Donc voici l'expression finale de la force F3. Je ne peux pas remplacer, je n'ai pas de valeur numérique. Donc je vais la laisser sous cette forme-là. Là, je la mets en rouge. Donc voici l'expression de F3. C'est bon, vous avez compris ce qu'on a fait là? Oui. Pour donner l'expression d'une force ou un vecteur, il faut l'exprimer en fonction des vecteurs unitaires. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, la question numéro 2. Ils vous disent à quelle distance x0, x égale à x0 de Q1, la charge Q3 est-elle dans une position d'équilibre? Et on vous donne la distance petit d. Donc regardez, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il nous parle d'équilibre?
C'est quoi l'équilibre? Ça veut dire c'est l'immobilité, mais quand elle se déplace plus, elle devient immobile. Donc ça veut dire avant qu'il y ait, il est possible que la charge Q3 se déplace. Pourquoi est-ce que la charge Q3 va se déplacer? باسكو فورس كبيرة على وحدة. Très bien, parce qu'elle subit l'effet d'une force électrique. Regardez, la force F1 sur 3, elle la pousse vers les X positifs, et la force 2 sur 3, elle la pousse vers les X négatifs. Donc, elle va être sous l'effet de la force, elle va se déplacer dans quel sens? Dans le sens de la force la plus grande, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, madame. Très bien. Si je regarde la force F3, elle peut être positive comme elle peut être négative. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la position X de la charge et D, la distance petit d. Puisque X c'est la coordonnée de Q3, la position de puisqu'elle elle sépare la Q3 de O, l'origine des axes des X. Donc X c'est vraiment la coordonnée de Q3. Donc, tout dépend où est-ce qu'elle se trouve. Donc, ça dépend de X. Ça dépend de la distance qui sépare ces deux charges qui sont en train de jouer le ping-pong avec la charge Q3. Ça veut dire, là, la question, c'est déterminer la position d'équilibre. Pour quelle position X, la charge Q3 sera en équilibre. Ça veut dire elle sera immobile. Alors, comment je peux répondre à cette question-là? نديرو F2 sur 3 sur 3 égale F1 sur 3. Égale, comment l'égalité? F1 sur 3 égale à, F2 sur 3. mais je suis en vecteur. Les vecteurs. Et en vecteur ça ما يكونوش égal parce que quand يكونوا égal ça veut dire la somme تاعهم تكون dans le double. F1 sur 3 en vecteur égale à, Moins F2. très bien, moins F2 sur 3, n'est-ce pas? Ben, je pense que vous les sommez toutes les deux, vous allez trouver que la force totale égale à quoi? 0. Très bien, c'est ça, vous avez vu en équilibre. À l'équilibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire la somme des forces égale à 0. Donc en fait, il faut mettre F3, qui est la somme de ces deux forces, à l'équilibre, la résultante des forces égale à 0. Donc qu'est-ce que je viens de trouver l'expression de la résultante des forces, en rouge. Donc je la mets égale à 0. Comme ça, la somme des forces sera égale à 0. Donc je mets l'expression en rouge égale à 0, KQ au carré c'est une constante. Ce n'est pas la peine de la prendre en considération. Donc je vais avoir ce qui est entre accolade ici, doit être égal à 0. Donc je mets ce qui est entre accolade égal à 0 et je remplace la position x par la position d'équilibre qui est x0. Alors je mets le terrain, vous avez un terme moins un autre terme égal à 0, ça veut dire qu'il y a l'égalité entre les deux termes. Alors je vais, en fait, j'avais inversé Naya, donc ce qu'on va trouver ici c'est juste, c'est la même chose, d'accord, regardez. Même si je me suis trompée ici, j'ai rectifié. Mais en fait, on va trouver exactement donc 1 sur x au carré. Donc, je vais rectifier l'erreur que j'avais mis. Donc, je vais avoir ça. Donc, ça égale à 0. Donc, le premier terme doit être égal au deuxième terme. OK? Donc, 1 sur 9 d moins x0 au carré est égal à 1 sur x0 au carré. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les deux parties de l'équation. Je vais trouver 9d moins x0 au carré égale à x0 au carré. Et je vais prendre la racine des deux côtés. Pour le carré. Si je prends la racine des deux côtés, la racine de 9 c'est 3. La racine, donc le terme, elle va partir avec le carré. Donc je vais avoir d moins x0. Et la racine de x0 au carré, c'est x0. Alors je mets le x0 camel d'un côté. Donc ici, sur la droite, j'ai x0. Sur la gauche, j'ai moins 3x0 que je fais revenir à l'autre côté. Donc x0 plus 3x0, tous les 4 fois x0. Donc 4 fois x0 égale à 3d. Et je tire x0, donc c'est 3d sur 4. Et on m'a donné d égale à 4 cm là. On m'a donné d égale à 4 cm. Donc je remplace d égale à 4 cm. Alors 4 sur 4 me donne 3 cm. D'accord? Donc x0, la position d'équilibre, est égale à 3 cm. C'est bon? Vous avez compris? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Non.
Sûr? Non, madame. Très bien. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.